Bonsoir bis, bienvenue sur cette deuxième partie pour mon cinquième, à chaque fois je me trompe, non, sixième essai sur la traversée infernale. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en tirant un dé pour savoir ce qu'il se passe donc, dans le trajet qui nous emmène. Donc, je me remontre le plan, puis je me remets aussi en mémoire, donc de Port-Bax à Amerdal. Donc on va passer par ici. Je ne sais pas si on va faire un détour par Love, ça m'étonnerait. Ou peut-être par Blève, sait-on jamais. On va voir, ça sera la surprise. Allez, un petit dé. Ça sera un 1, donc je vais au 176. 176. Vous avez chevauché pendant 3 jours et 3 nuits le long de la grande route qui remonte la vallée de Durénon. Au loin, vous apercevez le sommet des monts d'Amerdal, l'une des plus hautes chaînes de montagnes de Magnamund. La capitale du royaume de Durénor est nichée au creux de ces montagnes. L'aube vient de se lever sur le 14e jour de votre quête. Vous avez établi votre camp près d'une chute d'eau. À cet endroit, les eaux du fleuve Durénon plongent dans un apic de 40 mètres de hauteur. Vous vous apprêtez à vous remettre en route lorsque 6 cavaliers au visage encapuchonné apparaissent sur la route forestière et vous bloquent le passage. Le lieutenant-général Rigard leur intime l'ordre de vous laisser passer en leur précisant que vous êtes porteur d'une dépêche royale. Voici le général Rigard en illustration. Au royaume de Durénor, faire obstacle au passage d'un messager du roi est considéré comme un acte de trahison. Malheureusement, l'avertissement du lieutenant-général laisse indifférents les 6 cavaliers qui refusent de bouger d'un pouce. Si vous ne voulez pas entendre raison, nos épées vous convaincront peut-être, dit alors Rigard. Il dégaine aussitôt son arme et ordonne à ses hommes de passer à l'attaque. Si vous souhaitez prêter main forte à Rigard, rendez-vous au 45. Si vous préférez ne pas attaquer les cavaliers, rendez-vous au 277. Enfin, si vous possédez le 6e sens ou possédez un pendentif à l'étoile de cristal, rendez-vous au 322. J'ai les deux. 322. Ces cavaliers vêtus de capes sont entourés d'une aura maléfique et votre 6e sens vous avertit qu'il serait imprudent de suivre Rigard et ses hommes. Vous leur criez de revenir immédiatement, mais il est trop tard. Leur propre cri de guerre et le galop de leur monture couvrent votre voie. Rendez-vous au 277. Tandis que Rigard et ses hommes se rapprochent des cavaliers, l'un d'eux tire de sous sa cape un bâton noir. Une flamme bleue étincelante jaillit alors de son extrémité et vient frapper le cheval du lieutenant-général qui est aussitôt projeté à bas de sa monture et tombe cul par-dessus tête dans l'épaisseur des broussailles. Les hommes du Rigard se lancent à l'attaque, leurs épées brandies et pourfendent les cavaliers aux longues capes. Mais les lames d'acier n'ont aucun effet sur l'ennemi, car ce ne sont pas des hommes que vous avez devant vous. Ce sont des monstres d'enfer, des agents morts-vivants, des maîtres des ténèbres. Ces créatures redoutables ont la faculté d'adopter l'apparence des hommes, mais restent invulnérables aux âmes ordinaires. L'être au bâton noir éclate alors d'un rire terrifiant et une douleur fulgurante vous déchire la tête. Il vient d'utiliser contre vous sa formidable puissance psychique. La situation est inquiétante. Vous êtes en effet dominé par un ennemi supérieur en nombre et il va falloir agir vite si vous voulez survivre à cette attaque. Souhaitez-vous abandonner votre cheval et plonger dans les broussailles pour vous y cacher au 311. Si vous préférez prêter main forte aux hommes de Rigard, rendez-vous au 59. Voilà un choix difficile. On m'a prévenu que cette troupe serait difficile à vaincre, donc je pense 6 monstres d'enfer, peut-être que la bataille est perdue. Donc je vais prendre en compte l'avertissement qui m'est lancé dans le texte et je vais me rendre au 311, même si c'est peut-être un peu faire preuve de couardise, on va voir.
Vous tombez à plat ventre dans un enchevêtrement d'épaisses fougères tandis que résonnent à vos oreilles le cliquetis des épées et les cris terrifiants des monstres d'enfer. Vous êtes à moitié sonné et vous ne bougez plus. Enfin, une main vous saisit le bras et vous remet debout d'un geste vigoureux. C'est le lieutenant-général Rigard, le visage ensanglanté, son armure bosselée et noircie. « Il faut fuir ces démons !» s'exclame-t-il. « La force de nos épées ne peut rien contre eux. » Vous apercevez alors les silhouettes des monstres d'enfer occupés à anéantir par leur seule puissance psychique les malheureux soldats du lieutenant-général. Or, tandis qu'ils se concentrent ainsi, vous parvenez à vous échapper, Rigard et vous, en vous glissant dans les broussailles pour atteindre l'abri de la forêt. Rendez-vous au 299. Il semblerait que j'ai fait le bon choix. Il vaut mieux un loup solitaire vivant qu'un loup solitaire mort et courageux. Vous courez pendant 6 heures sans vous arrêter. Les monstres d'enfer vous attendent sur la grande route et il vous faut les éviter en passant par les forêts escarpées qui s'étendent au flanc des collines. Souvent, vous vous sentez si fatigué, vos jambes vous font si mal que vous avez la tentation de tout abandonner. Mais chaque fois que vous faiblissez, le lieutenant-général Rigard parvient à vous redonner courage. Son endurance vous émerveille car ce n'est plus un jeune homme et il porte par surcroît une lourde armure, la lourde armure des chevaliers de Summerlund. À la nuit tombée, vous arrivez à l'entrée du tunnel de Tarnalin qui traverse les monts d'Amerdal. On va jeter un coup d'œil sur la carte si vous êtes d'accord. Et puis on va aussi jeter un coup d'œil sur la feuille de personnage au cas où je dois reprendre de ce point. Alors Tarnalin, voici le tunnel où nous sommes rendus. Il semblerait que nous ayons fort logiquement pris le trajet le plus direct. Alors concernant la feuille de personnage, je rappelle que je suis armé d'un poignard simple. J'ai un repas, j'ai oublié de le noter, j'ai un repas d'herbe de l'ombre sûre, je vais le rajouter parce que j'ai fait du ménage sur ma feuille, j'ai tout effacé. Un bouclier écaille plus 2 en point d'habileté, un pendentif étoile de cristal qui me permet une fois par partie de relancer un dé, mais je ne m'en suis pas encore servi. J'ai 62 pièces d'or, ça me fait donc 22 en habileté, 23 en endurance, je suis à mes points maximum. Donc voilà pour la feuille de personnage. Alors, il y a en tout 3 tunnels qui mènent à la capitale de Durénor. Tous 3 ont été creusés du temps de la Lune Noire et chacun d'eux fait plus de 60 km de long. Ils constituent les seules voies d'accès à la ville qui est entièrement encerclée par les montagnes. Vous pouvez à présent faire une courte halte et le lieutenant-général Rigard s'assied à côté de vous en prenant dans son sac du pain et de la viande séchée. « Mangez, loup solitaire, dit-il alors en vous tendant la nourriture, car vous allez avoir besoin de force. Il vous faudra en effet parcourir seul ce tunnel qui mène à Amerdal, tandis que je resterai ici pour contenir l'ennemi aussi longtemps que je pourrai combattre. Et ne protestez pas. Le succès de votre mission est la seule chose qui compte. Mais si Rigard veut arrêter les monstres d'enfer, il lui faudra une arme magique, car sa propre épée ne lui servira à rien contre ces créatures. Si vous possédez une lance magique et la lui donnez pour qu'il puisse défendre l'entrée du tunnel, ou si vous n'en possédez pas, alors là, je n'ai pas bien compris. Donc je la lui laisse, ou je n'en possède pas, j'ai compris. Ça sera 118. Alors, est-ce que ce ne serait pas la lance que l'on trouve plantée dans le cadavre que l'on croise à un moment donné? Probablement. Alors 118. Vous dites adieu à Rigard et vous entrez dans le tunnel de Tarnalin. D'une largeur et d'une hauteur de 30 mètres environ, le tunnel traverse les montagnes de la chaîne d'Amerdal et permet d'accéder à la capitale. Des torches l'éclairent sur toute sa longueur et les marchands sont nombreux à l'emprunter car c'est la seule voie qui relie Porbax à Amerdal. D'ordinaire, la circulation y est intense, mais vous constatez avec surprise qu'il est désert au moment où vous y pénétrez. Vous n'y trouvez qu'une carriole de fruits renversée sur la chaussée.
Vous continuez à avancer dans le tunnel et un doute alors vous saisit. Les monstres d'enfer seraient-ils arrivés avant vous? Au bout d'une heure de marche, vous apercevez une étrange créature perchée sur le toit d'un chariot au milieu de la chaussée. L'animal mesure une soixantaine de centimètres de haut et ressemble à un rat géant. Vous pensez qu'il s'agit là d'un rongeur qui a établi ses quartiers dans le tunnel, mais vous remarquez en vous approchant que la créature porte une magnifique veste de cuir en patchwork et qu'elle tient une lance dans sa patte. L'animal se tourne soudain vers vous lorsqu'il entend vos pas. Les moustaches de son museau frémissent tandis qu'il renifle alentour et ses yeux scrutent l'obscurité. Dès qu'il vous voit, il prend la fuite et disparaît dans un tunnel plus petit situé sur votre gauche. Si vous voulez suivre la créature, rendez-vous au 23. Si vous préférez la laisser filer sans vous en soucier, 340. Si vous maîtrisez la discipline caille de la communication animale, rendez-vous au 279 et c'est le cas. Donc voici la créature qui est effectivement assez étrange. Je vais essayer de communiquer avec elle. Alors 279. Cette créature est un Noudic. Les Noudics sont des êtres doués d'intelligence qui vivent dans un dédale de puits et de couloirs creusés au sein des monts d'Amerdal. De tempérament malicieux, ils subsistent en volant de la nourriture dans les chariots des marchands qui empruntent le tunnel de Tarnalin. Les Noudics pourraient peut-être vous renseigner sur la présence éventuelle de monstres d'enfer cachés dans le tunnel. Si vous souhaitez suivre cet animal, rendez-vous au 23. Et 340 si on le laisse filer. Je vais le suivre au 23. Pendant près de 10 minutes, vous poursuivez la créature qui s'enfuit le long d'un passage étroit et sinueux. Vous êtes sur le point d'abandonner lorsque le passage s'ouvre soudain sur une immense caverne éclairée par des torches enflammées. Un spectacle saisissant s'offre alors à vous. L'endroit, en effet, abrite une colonie entière de ces étranges créatures, les Noudics, qui sont fort occupés à examiner et à trier toutes sortes d'objets insolites, empilés les uns sur les autres au beau milieu de la caverne. Si vous maîtrisez la discipline caille de la communication animale, rendez-vous au 144, c'est bien le cas. 144. Un grand Noudic vêtu d'une cape de soie en patchwork aux couleurs vives ordonne à quelques-uns de ses congénères de prendre leurs armes et de vous reconduire au dehors. Vous leur parlez alors dans leur propre langue et un murmure de stupeur parcourt aussitôt la caverne. Jamais encore ils n'ont rencontré d'êtres humains qui sachent parler leur dialecte. Certains d'entre eux en sont abasourdis au point de vous contempler bouche bée, les yeux ronds et les pattes ballantes. Le grand Noudic s'adresse alors à vous en se présentant comme le chef de la colonie. Il déclare se nommer Gachis et vous souhaite la bienvenue en vous invitant à le rejoindre sur une estrade dressée au centre de la caverne. Vous n'êtes pas de Druznor, vous, n'est-ce pas? Vous demande-t-il avec un fort accent Noudic. D'où venez-vous donc? Vous lui dites que vous êtes ce malandroit et que vous vous rendez à Amerdal. Le Noudic alors vous jette un regard inquiet. Vous n'êtes pas zombizarre, au moins, j'espère, demande-t-il d'une voix anxieuse. Vous comprenez aussitôt que le mot zombizarre désigne les monstres d'enfer dans la langue noudique et il vous apprend bientôt, le voici, le grand Noudic, que deux de ces créatures malfaisantes sont arrivées à Tarnalin il y a 2 heures et ont provoqué une panique générale dans le tunnel. Gachis sait où ces 2 monstres se cachent. Ils vous attendent pour vous montrer comment les éviter. Vous, l'homme, là, hein, propose-t-il. Vous acceptez volontiers cette offre qu'il vous fait signe de le suivre au bas de l'estrade. Les Noudics, à présent, ont surmonté leur stupeur et ils semblent vous considérer comme l'un des leurs. Avant que vous ne quittiez la caverne, une jolie femelle Noudic vous offre quelques provisions. Il y a là l'équivalent de 2 repas. Vous la remerciez de sa générosité et vous suivez Gachis le long d'un des nombreux couloirs qui partent de la caverne. Au bout d'1 heure de marche, dans la quasi-obscurité, il s'arrête et vous montre un rayon de lumière qui filtre par une crevasse à quelque distance. En sortant par là, vous n'aurez plus rien à craindre. Vous, l'homme, la Hinz, déclare votre guide.
Vous le remerciez de vous avoir aidé, mais vous remerciez surtout en votre fort intérieur les maîtres Kai qui vous ont enseigné la discipline de la communication animale. Ces longues années d'apprentissage vous ont sans doute sauvé la vie. Vous vous faufilez bientôt par une crevasse de la paroi rocheuse et vous vous laissez tomber sur la chaussée qui longe le mur à 1 mètre au-dessous. Les Ludiques se sont montrés fort serviables et vous leur en êtes très reconnaissant jusqu'au moment où vous vous apercevez qu'il ne vous reste plus qu'une seule pièce d'or. Plus une seule pièce d'or, pardon. Ils vous ont tout dérobé, vous n'avez plus qu'à modifier votre feuille d'aventure en conséquence. Vous vous trouvez toujours dans le tunnel de Tarnana et que vous continuez à suivre en vous rendant au 349. Donc je suppose qu'ils m'ont économisé un combat, mais ils m'ont délesté de ma fortune patiemment accumulée. Alors un petit coup de gomme, c'est vite fait, mais je vais quand même rajouter. Donc en tout, j'ai 3 repas. Plus la chasse, ça devrait aller pour aller jusqu'au bout de cette traversée infernale. 349. Vous avez parcouru environ 5 km lorsque vous apercevez au loin une rangée de chariots. Ils ont été placés en travers de la chaussée pour interdire le passage et des soldats en uniforme rouge ont pris position sur les toits de chaque véhicule. Une foule considérable est rassemblée derrière ce barrage et vous entendez la rumeur de conversations animées, répercutées en écho le long du tunnel. Tandis que vous vous approchez, le silence se fait soudain et tous les regards se tournent dans votre direction. Un détachement d'une dizaine de soldats mené par un chevalier qui porte un écusson frappé aux armes du royaume de Durénor s'avance alors vers vous. Si vous souhaitez attaquer ces soldats, 87. Si vous préférez lever les mains en continuant de vous approcher d'eux, 284. Je vais lever les mains, en espérant que ce ne soit pas une arnaque. Les soldats vous encerclent et confisquent votre sac à dos et vos armes. Puis, le chevalier s'avance vers vous et lève la visière de son homme. « Qui êtes-vous? Que faites-vous à Tarnala » demande-t-il d'une voix rude. Vous lui répondez que vous êtes un seigneur Kai, du Summerlund porteur d'un message urgent destiné au roi Alain. Il ne semble pas très convaincu jusqu'au moment où vous lui montrez le sceau d'Amardal. Dès lors, sans la moindre invitation, il ordonne à ses hommes de vous rendre votre bien et il vous fait franchir le barrage de chariots. Derrière, un carrosse est stationné au milieu du tunnel encombré. « À Amardal et vite !» ordonne-t-il au cocher en vous entraînant à l'intérieur. Vous avez à peine eu le temps de vous asseoir que les chevaux s'élancent au grand galop. Le chevalier vous apprend bientôt qu'il se nomme Lord Axim de Rainer et qu'il est le commandant de la garde personnelle du roi. Il se rendait à Port-Bax lorsque les monstres d'enfer ont envahi le tunnel. La terrible bataille qui s'est ensuivie n'a laissé dans ses rangs que 11 rescapés, lui-même et 10 de ses soldats. La faim vous tenaille tandis que vous filez dans le tunnel de Tarnala et il vous faut prendre aussitôt un repas, sinon vous perdez 3 points d'endurance. Eh bien, je vais me barrer un repas, qu'il m'en restera 2. Et là, on ne me signale pas que je peux utiliser la chasse, mais fort logiquement, si vous avez des indications là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. J'ai l'impression que pour utiliser le talent, la discipline Kai chasse, il faut clairement que ce soit indiqué. Mais j'ai l'impression que je change d'avis à chaque fois que je rencontre le cas. Bref. Le voyage jusqu'à la capitale durera 5 heures et Lord Axim vous conseille de vous reposer quelque peu d'ici votre arrivée. Vous vous laissez alors gagner par le sommeil et dans un songe, vous voyez revenir triomphalement à Humgard en brandissant le glaive de Sommer. La suite du rêve vous montre la défaite cuisante des maîtres de ténèbres. Peut-être s'agit-il d'une vision prémonitoire. Rendez-vous au 9. Vous êtes arrivé au 14e jour de votre quête. L'aube vient de se lever lorsque vous ouvrez les yeux.
Vous contemplez alors un spectacle à vous couper le souffle. Amardal, la cité des montagnes, se dresse devant vous. Contrairement aux autres villes des fins de terre, la capitale du royaume de Durénor n'a jamais eu besoin qu'on lui élève de fortifications. Les sommets montagneux qui l'entourent offrent une bien meilleure protection à ses habitants. Le carrosse qui vous emporte file parmi les riches terres des fermes environnantes en direction de la cité, aux hautes tours et aux larges avenues. Au centre même d'Amerdal, la tour du roi s'élève sur une colline. La voici, la tour du roi. C'est un magnifique édifice de pierre et de verre, devant les portes duquel s'arrête votre attelage. Pour la première fois, vous prenez alors conscience que le privilège d'avoir brandi le glaive de Sommer vous fera entrer dans les plus anciennes légendes des fins de terre. Si vous possédez une lance magique, elle vous est confisquée par la garde du roi pour être détruite car elle a été identifiée comme une arme maléfique. Mais j'ai bien fait de ne pas la prendre. 196. Il me semble effectivement qu'il ne fallait pas la prendre, je m'en étais aperçu. Le roi Alain IV est assis, seul, dans sa tour surmontée d'un dôme et contemple les montagnes à travers une haute fenêtre aux vitres de couleur. Un huissier vous annonce, Lord Axim et vous-même. Puis vous pénétrez dans la chambre royale en vous inclinant respectueusement devant sa majesté. Lord Axim retire alors le sceau d'Amardal de votre doigt et s'approche du roi. Tous deux s'entretiennent pendant presque 1 heure, leur visage soucieux exprimant toute la gravité de la situation. Enfin, après un long silence, le roi Hanin se lève soudain de son trône et, pour la première fois, vous adresse la parole. Hélas, dit-il, les maîtres des ténèbres se sont levés à nouveau, et à nouveau le royaume du Summerlone vient demander notre aide. J'ai longtemps prié le ciel que mon règne soit placé sous le signe de la paix et de l'harmonie. Mais au fond de mon cœur, j'avais malheureusement la certitude qu'il en serait autrement. Le roi tire alors d'une poche de sa pelisse blanche une clé d'or qu'il introduit dans la serrure d'un coffre de marbre posé sur une estrade au centre de la pièce. Un faible bourdonnement s'élève aussitôt, tandis que le couvercle du coffre glisse latéralement, laissant apparaître le pommeau d'une grande lame d'or massif. « Prends ce glaive, loup solitaire, commande le roi, car il est dit que seul un vrai fils de Summerlone saura révéler la puissance qui se cache dans sa lame. Lorsque vous empoignez le pommeau étincelant, un frémissement vous parcourt le bras, puis se répand dans tout votre corps. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 79. C'est bien le cas. Elle m'aura beaucoup servi, cette discipline Kai du 6e sens. Une puissante énergie se répand dans votre corps avec une telle force que vous en oubliez tout ce qui vous entoure. Instinctivement, vous levez le glaive au-dessus de votre tête. Un rayon de soleil vient alors frapper l'extrémité de la lame et une lumière blanche aveuglante jaillit aussitôt dans toute la pièce. C'est à ce moment précis que le véritable pouvoir du glaive de Sommer se relève à vous dans toute son ampleur. Cette arme a été forgée bien avant que les Sommerlandois, les Durénorais et les Maîtres des Ténèbres se soient installés dans le Magnamund septentrional. Le dieu Kai en personne la forgea, aidé par les Nuomas, ces demi-dieux, le servant sur le plan de la lumière, et seul un seigneur Kai peut déployer la puissance de cette arme exceptionnelle. Si quiconque d'autre s'en servait pour combattre, cette puissance faiblirait et finirait par disparaître à jamais. Lorsque vous en ferez usage lors d'un combat, le glaive de Sommer ajoutera 8 points à votre total d'habileté et 10 points si vous avez choisi la discipline Kai de la maîtrise des armes. Il faudra dans ce cas que la table de hasard vous ait donné cette maîtrise à l'épée, au glaive ou à l'épée courte. Ce n'est pas le cas. Le glaive a le pouvoir de rendre nulle toute pratique magique exercée par un ennemi contre celui qui le brandit. En outre, si vous devez affronter des morts-vivants, des monstres d'enfer par exemple, tous les points d'endurance perdus par vos adversaires au cours des combats seront multipliés par 2. Telle est la puissance du glaive de Sommer. Enfin, c'est la seule arme au nord du Magnamund qui puisse tuer un maître des ténèbres, et c'est pourquoi vos ennemis feront tout
pour empêcher le succès de votre mission. Vous avez pleinement conscience à présent de tenir entre vos mains le salut de votre peuple, car nul autre pouvoir que celui du glaive ne parviendra à lui donner la victoire. Peu à peu, la lumière blanche et aveuglante s'évanouit, et vous sentez alors peser sur votre épaule la main de Lord Axim. « Venez, loup solitaire, dit-il, car il y a maintenant beaucoup à faire pour préparer votre retour au royaume du Summerland. » Vous rangez le glaive dans son fourreau incrusté de pierreries, et vous suivez Lord Axim qui sort de la chambre du roi. Apportez les modifications nécessaires à votre état d'habité en fonction des indications qui viennent de vous être données et notez les pouvoirs que vous confère le glaive dans la case Objets spéciaux de votre feuille d'aventure. Rendez-vous ensuite au 40. Alors, donc comme vous le savez, ça fait l'objet de la vidéo que j'ai faite sur le marteau et l'enclume, sur loup solitaire. Bon, le glaive est d'une puissance largement, semble-t-il, exagérée par rapport à un deuxième volume d'une série. Écoutez, peut-être la lecture n'en sera que plus fluide. Personnellement, à part les quelques échecs que j'ai eus, je n'ai pas l'impression qu'on puisse rater le glaive au terme de ce livre. Peut-être que je consulte la solution, ou alors vous pouvez glisser en commentaire. Mais est-il possible d'arriver au bout de la traversée infernale sans aboutir au glaive? C'est ce qu'il ressort de ma lecture des ouvrages du marteau et l'enclume, mais je n'en suis pas certain. Alors effectivement, 8 points d'habileté, ça peut paraître beaucoup, sachant que moi, ça fait un différentiel de plus 6, puisque si j'utilise un poignard, j'ai plus 2, mais si j'utilise le glaive, eh bien, ça me fera donc plus 8, donc ça fait un différentiel de plus 6. Alors, autre point important, je me permets de relire. Donc, tous les points d'endurance perdus par les morts vivants seront multipliés par 2, et c'est la seule arme qui peut éviter un maître des ténèbres. Bon, eh bien écoutez, le message est clair, je vais noter tout ça sur ma feuille d'aventure, et je vais poursuivre au 40. Il faut 14 jours pour mobiliser l'armée et préparer la flotte de Durénor. Pendant tout ce temps, vous êtes l'hôte du roi, et vous demeurerez à Amerdal, la capitale du royaume. Chaque jour qui passe accroît votre inquiétude. Que deviennent vos compatriotes dans la ville assiégée de Holmgard? Auront-ils la force de résister encore longtemps au maître des ténèbres? Puissent-ils tenir jusqu'à votre retour? C'est la prière que vous formulez sans cesse. Vous vivez cet exil à contre-cœur en faisant chaque jour les exercices nécessaires pour vous maintenir en bonne condition physique. Vous vous adonnez également à la méditation. Un herboriste de Durénor, un certain Madin Randalim, est venu vous rendre visite. Sa science dans l'art de guérison est célèbre d'un bout à l'autre des fins de terre, et il vous redonne tous vos points d'endurance. Vous disposez donc à présent du même total d'endurance qu'au tout début de votre mission. Madin Randalim vous fait don par la même occasion d'une fiole de concentré de l'homme sûr. Il s'agit d'une puissante potion de guérison qui vous permettra de récupérer 5 points d'endurance si vous la buvez après un combat. La fiole, cependant, ne contient qu'une seule dose. Vous inscrivez cette potion sur votre feuille d'aventure dans la case Objet contenue dans votre sac à dos. Malheureusement, l'herboriste vous apporte également de mauvaises nouvelles. On a découvert le cadavre du lieutenant-général Rigard dans la forêt, près de l'entrée du tunnel de Tarnalin. Il a été tué par un monstre d'enfer. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 97. Alors, 97. Vous avez remarqué au cours de vos exercices d'entraînement, au maniement du glaive de semeur, votre maîtrise de la discipline Kai du 6e sens s'est accrue. Vous êtes à présent plus sensible que jamais et vous saviez déjà, bien avant qu'il ait parlé, quelle triste nouvelle Madin Randalim allait vous annoncer. Sans nul doute, cette acuité exceptionnelle de votre 6e sens vous sera d'un grand secours lors de votre voyage de retour à Holmgard. Rendez-vous au 152.
L'aube vient de se lever sur le 33e jour de votre quête, lorsque vous entrez à cheval dans Port-Bax en compagnie de Lord Axim. Les préparatifs de guerre sont achevés. Les vaisseaux de la flotte de Durénor mouillent dans le port, attendant l'ordre de mettre les voiles en direction du Summerland. À bord des navires, une armée de soldats courageux et bien entraînés attend avec impatience d'affronter au combat les forces des maîtres des ténèbres. Chacun de ces hommes a juré de libérer ses alliés assiégés par l'ennemi ou de mourir sur le champ de bataille. Vous-même prenez place à bord du vaisseau amiral Durénor, un grand navire à la proue arrondie et à la haute mâture dont la seule présence donne une impression de force imposante. L'amiral Calfen, qui commande la flotte, vous accueille sur le pont lorsque vous vous y présentez accompagné de Lord Axim. Il ne reste plus à présent qu'à donner l'ordre du départ. En moins d'une heure, les navires ont laissé le port loin derrière eux et les dômes de Port-Bax ne sont plus que de simples points à l'horizon. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Ah, mais je pensais que le volume s'arrêtait avec ce glaive de Summer, mais pas du tout. Il va y avoir également le voyage de retour. Alors je vous demande un instant pour prendre quelques notes. Allez, reprise. On lance un dé et ça me fera un 8. Je vais au 193. Si vous êtes d'accord. Le voyage de retour au royaume du Summerland se déroule sous de mauvais auspices. De gros nuages noirs s'amoncellent à l'horizon et un vent violent agite la mer sans relâche. À la nuit tombée, de grands éclairs aveuglants déchirent l'obscurité, suivis par des roulements de tonnerre si fracassants que le navire amiral en est tout ébranlé depuis l'extrémité de sa quille jusqu'à la pointe de ses mâts. La plupart des soldats qui voyagent à bord de la flotte sont des montagnards qui n'ont aucune expérience de la mer, et au bout du 3e jour, une bonne moitié d'entre eux sont cloués au lit, incapables de se lever. Lord Axim semble au bord du désespoir. Puisse cette tempête se calmer, dit-il, car même si la flotte arrivait intacte au bout du voyage, nos hommes seraient trop faibles pour pouvoir combattre après avoir subi une telle épreuve. Et le lendemain, comme si sa prière avait été entendue, l'aube se lève dans un ciel apaisé qui annonce la fin de la tourmente. Mais les eaux calmes à présent au navire de la flotte cachent un péril plus redoutable encore que la tempête des jours passés. Rendez-vous au 100. Un voile de brume s'est répandu sur la mer calme. Il vient des îles Kirludin, un archipel rocheux situé au nord-est de Summerland. Jetons un œil rapidement sur le plan si vous êtes d'accord. J'aime bien savoir où est-ce qu'on est. Alors, est-ce que c'est indiqué ici? J'ai pas l'impression, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. C'est peut-être encore beaucoup plus au nord, donc on ne saura pas. Des formes étranges et sombres apparaissent bientôt dans le brouillard. Elles grandissent peu à peu et quelques minutes plus tard, on parvient à distinguer plus nettement les contours. Ce sont des navires. Branle-bas le combat, crie aussitôt l'amiral et son ordre est répété comme en écho sur tous les navires de la flotte de Durénor. Tout le monde sur le pont. À mesure que les bateaux ennemis s'approchent dans le brouillard, si vous possédez un pendentif à l'étoile de cristal, vous remarquez que des rayons de lumière jaune en émanent. Un spectacle terrifiant vous frappe de stupeur. Ce sont en effet des vaisseaux fantômes qui s'avancent vers vous. À noter donc que j'ai déjà eu le cas, peut-être dans le livre, mais ce pendentif d'étoile de cristal émet une lumière jaune à chaque danger. Il faudra m'en souvenir. Et rappelez-le moi si j'oublie, s'il vous plaît. Ce sont en effet des vaisseaux fantômes qui s'avancent vers vous, des épaves menées par les cadavres vivants de marins péris en mer. Et ces navires renfloués par quelque effrayant prodige de haute sorcellerie se préparent à combattre la flotte de Durénor. Soudain, la brume se dissipe et vous voyez distinctement les bateaux fantômes se disposer en ligne pour interdire l'entrée du golfe de Homme. Le vaisseau amiral de cette flotte maléfique a pris place au milieu de la rangée et fait voile vers vous, son rostre immense pointant à l'extrémité de sa proue noire. Un instant plus tard, le puissant éperon déchire la coque du Durénor
et vous entendez la voix désespérée de l'amiral lancer un ordre. Sauf qui peut abandonner le navire. Le Durenor, à présent, est encerclé par la flotte ennemie et sombre rapidement. Si vous souhaitez sauter sur le pont du vaisseau amiral de la flotte fantôme, rendez-vous au 30. Si vous préférez plonger dans la mer et tenter de gagner à la nage un autre navire de la flotte du Durenor, rendez-vous au 267. Donc voici ce vaisseau fantôme. Il me paraît bien chargé en ennemis, mais je ne me vois pas plonger dans la flotte quand même, surtout avec un glaive. Écoutez, je vais sauter sur le pont du vaisseau amiral au 30. Vous tombez sur les planches moisies du pont et vous passez au travers pour atterrir enfin au fond d'une cale. Vous êtes indemne, mais la puanteur dans laquelle vous baigne le navire est insupportable. Vous vous remettez sur pied et vous dégainez le glaive de Summer. 4 zombies aux allures de fantômes sortent alors de l'ombre d'un pas chancelant en tendant vers votre gorge des mains noueuses et décharnées. Il vous faut les combattre en les considérant comme un seul et même ennemi. Donc zombie, habileté 13, endurance 16. Ce sont des morts vivants et la puissance du glaive de Summer vous permet de multiplier par 2 tous les points d'endurance qu'ils perdront au cours du combat. Ils sont cependant insensibles à la discipline caille de la puissance psychique. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 258. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Donc, plus de 18, 18 et 8, ça a 26 d'habileté avec le glaive de Summer. Je ne vois pas comment ces pauvres morts-vivants, effectivement, pourraient en réchapper, n'est-ce pas? Donc 26 moins 13, ça fait plus 13. Je suis largement à la dernière colonne. J'ai fait un 5. Et même avec un 5, je perds 1 point de vie. Et eux perdent 28 points de vie, puisqu'on multiplie par 2. Sans doute que ce combat a été fait pour nous faire sentir la puissance de ce glaive. Alors, moins 1 point de vie quand même, je passe à 22. Si vous êtes vainqueur, bien sûr je suis vainqueur, 258. La puanteur que dégage le navire vous étouffe à demi. Vous perdez 1 point d'endurance. Je passe à 21. Il vous faut à tout prix vous échapper de cette cale répugnante où vous finirez par succomber à la pestilence. Si vous voulez essayer de vous hisser sur le pont, rendez-vous au 17. Si vous préférez quitter la cale par la porte aménagée de la cloison opposée, rendez-vous au 5. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, rendez-vous au 272. Je maîtrise le 6e sens. Quelqu'un ou quelque chose s'approche de la porte de la cale de l'autre côté du panneau. Si vous essayez de vous hisser sur le pont délabré, vos jambes seront exposées et vous serez vulnérable à toute attaque venant du fond de la cale. Il n'y a cependant pas d'autre issue. La présence toute proche maintenant est maléfique et son pouvoir supérieur à celui d'un zombie. Vous avez confiance dans la puissance du glaive de Summer que vous brandissez prêt au combat. Rendez-vous au 5. La porte s'ouvre à la volée et un monstre d'enfer se rue vers vous en brandissant son épée. Vous frappez la créature dès qu'elle a pénétré dans la cale et sous l'effet du coup, une longue et profonde entaille apparaît sur sa poitrine. Le monstre pousse un cri épouvantable, mais malgré sa blessure, il a encore la force de bondir sur vous. Il vous faut engager le combat à mort. Monstre blessé, habileté 22, endurance 20. C'est un monstre d'enfer et un mort-vivant, et la puissance du glaive de Summer vous permet de multiplier par 2 tous les points d'endurance qu'il perdra au cours du combat, et il est également insensible à la puissance psychique. Alors, ça nous donne quoi? 26 moins 22. Là, c'est plus difficile. Ça nous donne un coefficient de plus 4. C'est beaucoup moins. Et il n'a que 20 points d'endurance. Bon, ça devrait quand même aller. On peut l'espérer. 3, ça commence très très fort. L'ennemi perd 7 multiplié par 2, 14 points. Et moi, 3 points. Je passe à 18. Et l'ennemi passe, on a dit, à 6 points de vie.
C'est le dernier round. Un 6. Un 6 avec plus 4. Moins 20 points de vie pour l'ennemi et moins 2 pour loup solitaire. Je passe à 16. Ok. Heureusement que j'ai eu le bouclier Kai quand même. Il est super utile le bouclier Kai. Hein. Est-ce que vous, sur votre partie, vous l'avez? Est-ce qu'on l'a automatiquement, ce bouclier Kai? Quelque chose à savoir. N'hésitez pas à me renseigner, je veux bien l'info. 166, je suis victorieux. Vous montez un escalier et vous vous retrouvez sur le pont du navire. La bataille fait rage tandis que les vaisseaux fantômes encerclent la flotte du Raynor. Soudain, un éclair de feu jaillit d'une tour dressée à l'arrière du bateau fantôme sur lequel vous vous trouvez et vient frapper dans une gigantesque explosion le flanc d'un navire de la flotte du Nord-Est, à moins de 50 mètres de distance. Vous voyez alors, avec horreur, les soldats alliés sauter du pont, leurs vêtements et leurs cheveux en flammes. Si vous souhaitez explorer cette tour, rendez-vous au 328. Si vous préférez vous enfuir en sautant par-dessus bord, il en est hors de question. Donc 328. Deux zombies essaient de vous interdire le passage, mais vous leur tranchez le corps à tous deux d'un seul coup de glaive de semeur. Vous vous trouvez à présent au pied de la tour et vous apercevez au-dessus de vous la silhouette d'un homme bossu, vêtu d'une robe écarlate et coiffé d'un toque-mort, un turban de magicien sur lequel l'image d'un serpent a été brodée. L'homme tient un bâton noir dans sa main droite. Si vous avez déjà visité les ruines de Romas, rendez-vous au 113. Alors les ruines de Romas. Les ruines de Romas. Est-ce que ça ne serait pas les ruines à proximité de Holmgar? Ou alors, ça serait les... Non, les ruines où j'ai trouvé le pendentif de cristal. Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Les ruines de Romas, c'est où ça? Alors, je vous demande un instant. C'est bien ça, c'est Banedon. Banedon qui m'a parlé, au niveau des ruines de Romas. Je m'en souviens à présent. Donc je vais aller au 113. Il aurait mieux valu une mention notée sur votre feuille d'aventure, à mon avis. Mais bon. Lorsque vous avez rencontré Banedon à Ronas, il vous a parlé de cet homme. C'est Vonotar, le traître, un sorcier renégat de la guilde des magiciens de Torrent. Maître de magie de la confrérie, il a acquis un pouvoir plus grand encore de Zagarna lui-même, unissant pour la première fois les deux voies de magie opposées. Ce sont ces agents qui ont essayé de vous tuer au cours de votre mission, et maintenant que vous le voyez, un souvenir glaçant vous revient en mémoire. Ce bossu pourrait-il être celui-là même qui était présent lorsque votre vieux tuteur, maître Faucon de Tempête, avec qui vous étiez en mission de reconnaissance dans le Duncrag, fut tué. Et aujourd'hui, c'est lui qui commande la flotte des vaisseaux fantômes. Si vous anéantissez Vonotar, vous anéantirez par là même la force maléfique qui donne son pouvoir à la flotte des bateaux fantômes et à son équipage. Vous pouvez grimper en haut de la tour et attaquer Vonotar en vous rendant au 73. Si vous préférez ne pas risquer votre vie en vous mesurant à ce puissant magicien, fuyez ce navire en sautant par-dessus bord. Faut pas pousser quand même. Qui va faire ce choix? Alors 73. L'escalade se révèle malaisée car vous n'avez qu'une seule main libre, l'autre tenant le pommeau du glaive de Summer. Finalement, vous parvenez quand même au sommet de la tour et vous vous hâtez d'enjamber le muret qui tient lieu de garde-fou. Vous vous apprêtez à sauter à l'intérieur de la tour et à passer à l'attaque lorsqu'une petite voix vous fiche sur place. Votre mort sera pour moi un spectacle tout à fait délectable, loup solitaire. Vous apercevez alors le sorcier qui se tient dans le coin opposé de la tour, sa main droite tendue vers vous.
Votre mission a échoué, loup solitaire, dit-il. À présent, il vous faut songer à mourir. Un éclair s'échappe aussitôt de sa main et une flamme orange jaillit en direction de votre visage. Rendez-vous au 336. Oh, c'est pas bon ça. En une fraction de seconde, l'éclair change de direction, attiré par le glaive de Summer qui en absorbe aussitôt l'énergie, aussi facilement qu'une éponge absorbe une goutte d'eau. C'est là un des pouvoirs du glaive, comme vous l'avez appris au cours de votre entraînement. Il vous protège de toute magie et vient ainsi de vous épargner une mort certaine. Le sorcier lance alors un juron, arrache une pierre précieuse de son turban richement orné et la jette à vos pieds. Une flamme en jaillit instantanément et un nuage vert s'élève vers vous. C'est un gaz puissant dont l'odeur acide vous fait suffoquer. Pour échapper à ce gaz délétère, vous êtes contraint de sauter sur le pont et le sorcier en profite de cette diversion pour s'enfuir du vaisseau fantôme à bord d'un canot dont il actionne les rames avec une véritable frénésie. Si vous souhaitez plonger dans la mer pour le poursuivre à la nage, rendez-vous au 109. Si vous préférez essayer de rejoindre un navire de la flotte de Durénor au prix de quelques combats, rendez-vous au 185. Je ne vais pas poursuivre un canot à la nage, c'est pas possible. 185. Tandis que vous courez sur le pont jonché de cadavres, deux guerriers Dracarim apparaissent soudain et vous attaquent par surprise. Il vous faut les combattre l'un après l'autre. Alors, l'un a une habileté de 17 et une endurance de 25, et l'autre une habileté de 16 et une endurance de 26. Vous pouvez prendre la fuite à tout moment en plongeant par-dessus bord. Rendez-vous au 286. Bien. Alors, mais écoutez, je vois pas trop l'intérêt de conserver le poignard, malgré que ce ne soit pas des morts vivants. Hein. Donc on va conserver le poignard et ça nous donne 24. 24 plus 8, ça nous donne 32 d'habileté. Donc là encore, ça va être, je pense, une formalité. Mais bon, on va faire le combat quand même. Hein. Donc 32, je compte bien, je recompte tellement ça fait beaucoup. Donc 16 plus 8, 24. Plus 2 pour le bouclier Kai, 26. Plus 2, non, oui, 28. J'ai dit combien? Je vais me tromper. Donc 28 moins 17, ça fait 11. Donc je suis dans la dernière colonne. Je suis dans la dernière colonne pour les deux adversaires. Donc premier jet, ça me donne un 4. Moins 2 points pour l'eau solitaire et moins 12 pour les ennemis. Alors on va noter tout ça. Donc je suis à 14 points de vie. Deuxième round. Encore un 4. Encore un 4. Donc je viens de le dire. Donc moins 12 pour les ennemis. Ça nous donne, il lui reste un point de vie. Ça, c'est pas de chance. Et moi, il me reste 12. Et troisième et dernier round, je suppose. Un 5. Je perds encore un point de vie. Ce qui me fait 11. Je passe au deuxième ennemi dans la même colonne. Un 1. Moins 3 points de vie et moins 9. Ce qui me donne 17. Et moi, 10. Non, j'ai dit quoi? Moins 3 points de vie, ça me donne 8. C'est un peu difficile. Hein. 6, j'aurais peut-être dû fuir, mais bon. 6, moins 16. Il lui reste un point de vie, c'est quand même pas de bol. Et moi, j'ai dit quoi? Moins 1. Ça me donne 7. J'aurais peut-être dû fuir, pour tout vous dire. Et enfin, un 5, c'est réglé. Et je perds encore un point de vie. Donc je vais boire, je passe à 6. Et je vais boire ma potion de ma fiole de l'homme-sûre, ce qui me donne plus 5. Ce qui me ramène à 11. Dur, j'aurais peut-être dû fuir. Enfin bon.
Alors, je saute sur le pont d'un navire qui passe à proximité au 120. La chance est avec vous. Vous atterrissez en effet sans dommage sur le pont du Calcarme, un vaisseau de guerre de la flotte de Durénor. Les marins y ont livré un rude combat dont ils sont sortis vainqueurs et ils sont occupés pour le moment à détacher les grappins que leur avait lancés l'un des bateaux fantômes. Émergeant d'un nuage de fumée, Lord Axim apparaît. Son visage est ensanglanté et son bouclier porte la trace de coups violents. Loués soient les dieux, vous êtes vivants, loup solitaire. La bataille a été sans merci et nos pères sont élevés, mais de vous voir debout devant moi me met quelque baume au cœur, dit-il en vous prenant par le bras pour vous emmener près du bastingage. Regardez là-bas, poursuit-il, leur vaisseau amiral est en feu. À travers la brume noirâtre, provoquée par la bataille, vous distinguez l'énorme vaisseau fantôme qui sombre sous un panache d'épaisse fumée. Pendant ce temps, les marins du Calcarme ont réussi à détacher leur navire du bateau fantôme qui les avait abordés et à l'éloigner des débris parsemant la mer alentour. Un vent se lève qui enfle les voiles déchirées et dissipe la fumée des combats. Lord Axim ordonne bientôt que soit hissé le pavillon aux armes royales de Durénor afin que les autres navires rescapés puissent rallier le Calcarme. Pour la première fois depuis le début de la bataille, vous pouvez distinguer les autres navires de la flotte de Durénor et une vision stupéfiante s'offre alors à vous, car, à présent que le vaisseau amiral de la flotte ennemie a sombré dans les flots, tous les autres bateaux fantômes retournent au fond de la mer d'où les avait tirés la magie des maîtres des ténèbres. Le charme est rompu, dit Lord Axim, et nous avons remporté la victoire. Quelques minutes plus tard, il ne reste plus un seul vaisseau fantôme à la surface de la mer. Rendez-vous au 225. Bon, j'ai bien fait de ne pas poursuivre à la nage quand même. « 70 navires de guerre de la flotte de Durénor avaient quitté Port-Bax, mais ils ne sont plus que 50 à entrer dans le golfe de Holm. La bataille a coûté la vie à nombre de vaillants soldats, parmi lesquels l'amiral Calfen en personne qui fut tué à bord du Durénor, le premier navire à avoir sombré au cours des combats. Mais en dépit des lourdes pertes, une grande victoire a été remportée, une victoire qui a donné aux soldats une vigueur nouvelle. La double épreuve du voyage et de la bataille a été oubliée à présent. La même détermination, le même optimisme qu'ils avaient manifesté à leur départ de Port-Bax les anime à nouveau et tous ont hâte de gagner Holmgar pour défaire l'ennemi. Au 37e jour de votre guette, à la tombée de la nuit, les tours de Holmgar apparaissent enfin à l'horizon. La ville continue de résister à l'armée des maîtres des ténèbres, bien que le siège ait été constamment maintenu. Les lumières de la capitale luisent dans l'obscurité, tandis que debout, à la proue du navire, vous contemplez les rivages du royaume. Un lord Axim confiant dans l'issue de la bataille vient vous rejoindre. Cette nuit sans lune va nous avantager, assure-t-il. L'ennemi ne nous verra pas entrer dans le port et dès l'aube, mes hommes balayeront ces misérables comme des feuilles mortes emportées par le vent. Et lorsque votre navire entre dans le port de Holmgar, à la tête de la flotte de Durénor, vous tirez de son fourreau le glaive de Sommer, prêt à accomplir votre destinée. Rendez-vous au 350. La ville de Holmgar a beaucoup souffert depuis votre départ. Le long des quais, nombre de maisons et de boutiques ne sont plus que de cendres désormais. L'armée maléfique des maîtres des ténèbres encercle les murailles et leurs effroyables machines de guerre maintiennent la cité sous un déluge de feu qui déchire la nuit sans relâche. Les habitants épuisés et affamés combattent du mieux qu'ils peuvent les incendies qui se déclarent un peu partout dans la ville sous l'effet des projectiles enflammés. Lorsqu'elle entre dans le port, la flotte durénoroise est tout d'abord accueillie par des cris de désespoir. Les assiégés ont cru en effet qu'il s'agissait là de vaisseaux ennemis venus en renfort. Mais lorsque les premiers soldats descendent sur le quai en déployant l'étendard de Durénor, la nouvelle a tôt fait de se répandre de l'arrivée des Alliés. Les cris de désespoir se changent alors en hurlements de joie. « Le seigneur Kai est de retour !» s'exclame-t-on bientôt dans toute la capitale. Le roi Ulnar, en personne, vient vous accueillir à bras ouverts.
Dès qu'il aperçoit le fourreau du glaive de Summer, il ordonne à une compagnie de la garde royale de vous escorter à la barbacane de la porte principale de la cité. Dans un souci de discrétion, vous empruntez un passage secret qui relie la citadelle à la tour nord. Vous vous tenez debout au sommet de la haute tour, loin au-dessus de la barbacane de la porte nord, lorsque les premières lueurs de l'aube naissent à l'horizon. Des milliers et des milliers d'ennemis aux uniformes noirs sont massés autour des murs de la cité, grouillant comme des croquerelats le long des tranchées qui sillonnent la plaine. Au milieu de cette horde, une tente rouge a été dressée qui porte l'emblème de Zagarna, seigneur de Kaag, l'un des maîtres des ténèbres venus d'Eldegad. L'emblème représente un crâne fracassé. Zagarna a pour ambition de détruire Holmgar et il souhaite plus que tout conduire son armée à la victoire sur la maison d'Ulnar pour faire sien le Summerland tout entier. Mais la victoire ne sera pas pour aujourd'hui, car bientôt vous levez au-dessus de votre tête le glaive de Summer. Au même instant, un rayon de soleil vient se refléter sur la pointe de l'épée d'or et un jaillissement de flammes blanches et aveuglantes parcourt toute la longueur de la lame. La puissance du glaive vous emplit d'une fantastique énergie, c'est l'expérience la plus incroyable que vous ayez jamais vécue. Tout votre corps s'anime, vous vous sentez frémir de la tête aux pieds, et d'un geste ample, vous abaissez l'arme fantastique en pointant sa lame sur la tente de Zagarna. Dans un formidable roulement de tonnerre, un rayon blanc jaillit alors de l'épée magique et vient frapper la tente qui explose dans une tempête de feu, un champignon enflammé s'élevant jusqu'au ciel. Un épouvantable hurlement ressenti aussitôt, dont l'écho semble déchirer les nuées. C'est Zagarna, le maître des ténèbres, qui vient de succomber sous la vengeance du glaive. Saisis de terreur, les soldats aux uniformes noirs se lèvent des tranchées et se précipitent en déroute, loin des murs de Holmgar. L'impossible est survenu. Leur chef invincible a été terrassé. Le glaive de Summer est revenu chasser l'envahisseur et l'armée de Summerland, aidée de ses alliés de Durénor, se lance sans attendre à la poursuite des ennemis défaits qui courent aveuglément en direction des monts Duenkrag. Le triomphe est total. Holmgar est libéré et vos frères Kai vengés. Votre vie d'aventure cependant ne fait que commencer, car un nouveau défi vous attend. Vous et le glaive de Summer dans le 3e volume de la série Loup solitaire, Les grottes de Kalt. Et ainsi s'achève notre brillante aventure de la traversée infernale de Joe de Vert. Alors je comprends que, par rapport à ce que j'ai dit au cours de la vidéo, qu'il n'est pas possible d'arriver au bout de ce livre sans le glaive, et par définition, on peut supposer que sur les 30 volumes de Loup solitaire, le lecteur assidu, celui qui lit les livres dans l'ordre, aura le glaive de Summer. Et pour moi, alors sans doute que Joe Devers a peut-être fait les ouvrages suivants en pensant que certains lecteurs les liraient sans avoir lu les précédents. Mais est-ce que c'est bien l'objet d'une telle quête, d'une telle série, que de les aborder en cours de route? Qui le fait? Sans doute pas grand monde. Donc avoir prévu des suites pour des personnes qui n'auraient pas le glaive de Summer, moi me paraît pas forcément à propos, mais peut-être qu'à l'époque ça l'était, hein, encore une fois. Bon, alors on va voir. En tout cas, il est dit que les possesseurs du glaive de Summer auront quand même un petit avantage pour poursuivre. Mais moi, je suis impatient de poursuivre par le livre suivant. D'ailleurs, je vais aller vous le chercher tout de suite. Alors, voici les grottes de Kalt, avec une illustration inférieure à ce que nous avons connu à l'époque. On le sait, on ne le répétera jamais assez, mais bon, elle est colorée. C'est un petit peu enfantin, mais pourquoi pas. Vonotar le traître n'est pas mort, il règne sur les déserts glacés de Kalt. Le roi de Summerland a promis à ses sujets de le capturer et de le traduire en justice afin qu'il soit châtié pour les crimes qu'il a commis. C'est une promesse que vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, êtes le seul à pouvoir honorer, et jamais vous n'avez entrepris une mission aussi périlleuse.
En bonus, les archives du Magnamune vous révéleront tout ce qu'un héros digne de ce nom se doit de connaître. Alors effectivement, à la fin du volume précédent, je vous le ressors très brièvement, mais on a de petites archives que je vais vous feuilleter si vous voulez avoir le plaisir de les lire. Je les lirai dans un second temps parce que pour moi, ici, il est tard et je vais aller, après ces splendides aventures dans le Magnamune, faire un dodo bien mérité. Mais néanmoins, si vous voulez faire un petit arrêt sur image et lire ces petits chapitres sur les personnages notables de Loup solitaire, eh bien, je vous les montre. Et voilà, les Noudiques, les squales que nous avons rencontrés. Et puis, ben, ça sera tout. Hop, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour les grottes de Kalt, si vous voulez bien. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne.